Bonjour. La gravitation est un problème pour toi? Tu as oublié de suivre en classe? Tu veux en apprendre plus? Installe-toi confortablement, je m'occupe de toi. Alors, pour un élève de classe de terminale, les seules choses qu'on lui demande, c'est de connaître les 3 lois de Kepler, que tu pourras facilement retrouver dans n'importe quel livre de physique-chimie de classe de terminale. Et puis, de savoir démontrer que la trajectoire d'un satellite est circulaire uniforme. Ça devient intéressant. Et savoir également démontrer quand même la 3e loi de Kepler. Si tu suis pas à pas le cheminement qu'on va opérer, a priori, tu ne devrais plus te tromper. Je dessine un petit bout de trajectoire. J'ai un astre T qui exerce sur un astre S une force d'interaction gravitationnelle. Et cette force d'interaction gravitationnelle, d'un point de vue vectoriel, elle va s'écrire comment? Alors, pour pouvoir l'écrire vectoriellement, il va me falloir évidemment que je commence par poser un repère ou une base. Eh bien, pour ça, je vais utiliser la base dite de Freinet. Pourquoi on utilise cette base? Pour la simple et bonne raison que, malheureusement, notre astre bouge beaucoup trop. Et d'écrire en fait sa trajectoire dans un repère cartésien, c'est pas judicieux. Donc voilà, je pose 2 vecteurs, T et N. T et N seront les vecteurs de la base de Freinet. T, c'est le vecteur tangent à la trajectoire. N, c'est le vecteur normal à la trajectoire. T est orienté dans ce sens pour quelle raison? Parce que je suppose que mon satellite, lui, se déplace gentiment dans ce sens-là. C'est mon sens positif de déplacement. Donc s'il se déplace dans ce sens, mon vecteur vitesse, vu que tu sais que le vecteur vitesse d'un objet est toujours tangent à la trajectoire, mon vecteur vitesse va être porté par le vecteur t. Mon vecteur n, lui, va porter ma force d'interaction gravitationnelle. Alors, dans tous les sujets de mécanique, quand tu commences à les traiter, tu n'oublieras pas une chose, c'est de préciser quel est ton référentiel, quel est ton système d'études, et faire le bilan des forces. Ça, c'est fondamental, c'est le premier travail que tu dois effectuer. Rassure-toi, c'est toujours la même chose. Le référentiel, si vraiment tu n'arrives pas à trouver son petit nom, ben, tu diras que le référentiel est galiléen, au moins tu n'oublieras pas ce terme, parce que c'est vraiment important, parce que si ton référentiel n'est pas galiléen, malheureusement tu ne peux pas utiliser la 2e loi de Newton pour faire la suite de notre travail. Le système, c'est toujours bon de le préciser, ben parce qu'en fait, c'est sur lui que va s'appliquer l'ensemble des forces, des interactions que l'on va étudier. Et a priori, ben, c'est ce système-là que l'on souhaite comprendre. Et enfin, le bilan des forces, il nous sert à quoi? Ben, juste à nous dire, bon ben voilà, j'ai un système, j'ai mon référentiel OK, maintenant quelles sont les interactions qui s'appliquent sur mon système pour pouvoir derrière appliquer le principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire la 2e loi de Newton. Donc, mon référentiel,
Ben, si T, je suppose que c'est la Terre, je pourrais dire que mon référentiel est géocentrique. Supposé galiléen, j'oublie pas de le préciser. Mon système c'est mon satellite S. Mon bilan des forces. Qui s'applique sur mon système. Ben, j'ai que la force d'interaction gravitationnelle. F de T sur S. Et là, je vais préciser ces différentes caractéristiques. Alors, un vecteur, ça a combien de caractéristiques? Ben, si tu as suivi ton cours de maths, a priori, ça en a 4. Ça a un point d'application, ça a une direction, ça a un sens, ça a une norme. Donc, quand on me demande de faire le bilan des forces, je dois préciser ces 4 points pour chaque vecteur, pour chaque force. Mon point d'application, ben ici, le point d'application de ma force, ce sera le centre d'inertie de mon système. Centre d'inertie de S. La direction. Là, je vois que les vecteurs N et FTS sont collinéaires. Donc ma direction, c'est collinéaire à L. Le sens, c'est du même sens que N, puisque c'est une force d'attraction. La force est orientée vers le centre de la Terre. On peut caractériser la force d'interaction gravitationnelle comme une force qui est centripète. Mais là, ici, puisque j'ai posé ma base, je peux directement préciser mon sens par rapport au schéma que je viens d'effectuer. Donc, même sens que N. Et enfin, la norme. J'espère que une loi aussi connue que celle de la gravitation te permettra de te souvenir facilement de l'expression de la norme de cette force. C'est G, là ici, masse de S, masse de T, sur la distance ST que je vais poser égale à R, au carré. Voilà. À partir de là, une fois que j'ai posé tout ça, je peux commencer à travailler. Donc la première question qu'on pourrait me poser, je te rappelle, c'est démontrer que la trajectoire de S par rapport à T est circulaire uniforme. Très bien. Là, qu'une seule chose doit te venir à l'esprit. Je dois passer par la deuxième loi d'Isaac, le principe fondamental de la dynamique, deuxième loi de Newton. Donc d'après le principe fondamental de la dynamique, donc le PFD, qu'est-ce qu'on a? Ce PFD, il nous dit quoi? Il me dit que la somme des forces extérieures s'appliquant sur le système, évidemment dans un référentiel galiléen, j'y reviens pas,
est égal au produit de la masse d'inertie de mon système fois le vecteur accélération qui s'applique sur mon système. Ici, je n'ai qu'une seule force. C'est ma force d'interaction gravitationnelle. Et elle doit être égale, du coup, à la masse d'inertie de mon système, qui est confondue avec la masse, en fait, de mon système, et du vecteur accélération, multiplié par mon vecteur accélération, qui s'applique sur le centre d'inertie du système. Bien. Une fois que j'ai écrit ça, c'est un bon début. C'est cool. Mais voilà, c'est le seul moment où j'ai fait de la physique. Et maintenant, on va faire un peu des maths. Premier point, l'accélération. Comment va-t-on écrire le vecteur accélération lorsque l'on travaille dans la base de Freinet? Et là, ne chipote pas trop longtemps, il va falloir que tu apprennes par cœur. Parce qu'il n'est pas encore de ton niveau de pouvoir le démontrer, mais dans la base de Freinet, l'expression de mon vecteur accélération, c'est d2v sur dt t plus v au carré sur le rayon de courbure n. En fait, l'accélération dans la base de Freinet, elle a deux composantes. Elle a une composante tangentielle, AT, et elle a une composante normale, AN. La composante AT, en fait, elle exprime quoi? En fait, elle essaye de t'expliquer que, là tu vois que tu as la dérivée de la vitesse par rapport au temps, elle essaye de savoir en fin de compte si la vitesse va se mettre à augmenter ou à diminuer au cours du temps. Donc en fait, est-ce que j'ai une accélération qui va faire augmenter la norme de ma vitesse? Et cette composante-là, c'est la plus importante. C'est celle qui va me permettre de tourner. Si je n'ai pas cette composante et que je n'ai que celle-là, en fait, mon système, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut accélérer ou décélérer, freiner, s'arrêter ou faire n'importe quoi, mais il va rester sur une ligne droite. Cette composante assure la courbure, permet à mon objet de tourner. Donc c'est la plus importante. Parce que moi, quand je regarde un satellite qui tourne autour de la Terre, je vois bien qu'il tourne autour de la Terre. Donc, ça, c'est pour mon vecteur accélération. Et puis, ma force d'interaction gravitationnelle. Souviens-toi du schéma. Ma force d'interaction gravitationnelle, elle est collinéaire à n. Donc si je projette f de ts sur n, et sur t, j'ai pas de composante du coup sur t qui va apparaître, et je vais avoir qu'une composante évidemment sur n. Et donc je vais avoir vectoriellement g, mt, ms sur r carré n. Très bien. J'ai plus qu'à remplacer intelligemment dans ce que je viens d'encadrer, dans mon principe fondamental, et puis on va commencer à résoudre un système. Donc ainsi, qu'est-ce qu'on a? On a GMTMS sur R carré N, qui est égal à MS, facteur de D2V sur dt, T, plus V au carré sur R, N. Les MS s'en vont gentiment. Et on obtient donc GMT sur R carré N égale
d de v sur dt t plus v au carré sur r n. Arrivé ici, on a presque fini. Presque fini, pourquoi? Parce que maintenant, en fait, il suffit de se souvenir de ce que sont des vecteurs et à quelles conditions ils sont égaux. Je te rappelle, si j'ai un vecteur U de coordonnées AB et un vecteur V de coordonnées alpha, bêta, si je te dis que U égale V, alors ça veut dire que A c'est égal à alpha et B c'est égal à bêta. En fait, ça veut dire que les composantes de mes vecteurs sont égales. Alpha est égal à A et bêta est égal à B. Eh bien ici, c'est exactement ce que j'ai. Ici, j'ai une composante en N. Ici, j'ai une composante en N. Par identification, puisque j'ai une égalité, ça veut dire que ceci, GMT sur R carré, c'est égal à V au carré sur R. Et par contre, ici j'ai une composante en T, j'ai d de V sur dt, et là, il n'y a rien. J'en déduis quoi? Que cette cochonnerie-là, ça vaut 0, et que ça, c'est égal à ça. Je le mets sous forme de système, et on va pouvoir conclure. Ainsi, on a donc obtenu que d de V sur dt, c'était égal à 0, et que V au carré sur R, c'était égal à GMT sur R carré. J'ai deux équations. J'ai plus qu'à les traduire. Mon job de mathématicien est fini, je reviens sur le physicien. d de V sur dt égale à 0. Ça me rappelle quelque chose, ça, d de V sur dt égale à 0. Enfin, d de V sur dt, oui, ça me rappelle que c'est la définition de l'accélération, me semble-t-il. En fait, je suis en train de te raconter quoi? Que l'accélération de mon système est nulle. Et l'accélération, donc, c'est la dérivée de la vitesse. Si une dérivée est nulle, c'est que la fonction était constante. Prends le nombre 3, dérive-le, la dérivée de 3, c'est 0. 3, c'est une constante. Tu peux prendre n'importe quelle constante, la dérivée d'un nombre, c'est 0. Eh bien, là, on fait le processus inverse. Je sais que ma dérivée est nulle, donc ma fonction ici est constante. Ici, j'en déduis que V, c'est une constante. Et puisque V est une constante, je viens de démontrer quoi? Que le mouvement était uniforme. Parfait. Et maintenant, circulaire. Ça, c'est la deuxième équation qui va me le dire. Pourquoi? Alors, dans la deuxième équation, je peux simplifier ça. Je peux isoler mon R si je veux. Je vois que, en écrivant 2 autrement, en simplifiant par R, et en faisant un petit produit en croix, on obtient R, c'est égal à GMT sur V carré. Et là maintenant, on réfléchit 30 secondes. G, constante universelle de gravitation. Comme son nom l'indique, c'est une constante. La masse de T, MT, sauf s'il y a un météore qui vient la percuter comme ça d'un coup, a priori, il n'y a pas de raison que la masse change. Et enfin, je viens de te démontrer que V est également une constante. Donc, constante, constante sur constante. Qu'est-ce que tu en déduis de R? Que c'est une constante.
Si R est constant, ça veut dire quoi? Et là, tu reprends ton schéma pour comprendre ce que tu viens de dire. Je viens de dire que cette distance-là était constante. Tout le temps. Mais donc l'objet va continuer à tourner à la même vitesse. Ah, tu prends ton compas. Et qu'est-ce que tu dessines? Un cercle. Donc là, le mouvement est circulaire. J'ai bien démontré que le mouvement de mon satellite était circulaire uniforme. Je l'ai caractérisé. Bien. Alors, ce qui peut toujours m'intéresser, c'est de connaître la période de révolution. C'est-à-dire le temps que met mon satellite pour tourner autour de mon astre T. La trajectoire est un cercle. Je peux tirer la vitesse. Puisqu'avec l'équation 2, si je te l'avais écrit différemment, en fait, l'expression de la vitesse, je vois que V carré, ça va être GMT sur R, donc V, c'est la racine carrée de tout ça. Vitesse du système. Là, voilà. Très bien. Donc, en combien de temps mon astre va-t-il faire le tour de sa trajectoire? Bon, donc j'ai besoin de savoir quoi? J'ai la vitesse, il me faudrait la distance. La distance parcourue par mon objet durant un tour, c'est le périmètre d'un cercle. Le périmètre d'un cercle, si tu te souviens bien, c'est 2πr. Donc, la période de révolution, ça va être égal à 2πr sur V. V, tu connais son expression. Tu peux remplacer. Écrit comme ça, c'est moche, non? Arrangeons-le. Donc, tu sais que tu vas multiplier par l'inverse. La racine carrée, on va un petit peu s'arranger avec. À la sortie, on obtient. Oh, et pourquoi pas? Et si je te mettais tout dans la racine? Disons que j'élève tout ça au carré et je m'arrange un petit peu. Ça va me faire la racine carrée de 4pi carré r au cube sur GMT. Je te laisse réfléchir pour le passage de là à là. Ça ne devrait pas te prendre trop longtemps. Voilà ma période de révolution. C'est bien. Et à partir de ça, on peut retrouver rapidement, facilement, la propriété de la troisième loi de Kepler, qui me dit que t carré sur a au cube, enfin là ici en l'occurrence sur r au cube, c'est égal à une constante. Si j'élève t au carré, ça va me faire du coup 4pi carré r au cube sur GMT. Fais descendre ton r au cube. Et tu obtiens 4pi carré sur GMT. Ça, c'est la troisième loi de Kepler. T carré sur r au cube, c'est égal à une constante, puisque 4pi carré c'est une constante, G constante universelle de gravitation, donc c'est une constante, et la masse de T est constante.
Prends le temps de bien étudier tout ce qu'on vient de dire. De le laisser mûrir. Il te reste à peu près 60 jours avant le baccalauréat. Si tu as bien compris ce qu'on vient de faire là, quelle que soit la question qui est posée sur la gravitation dans un sujet de baccalauréat, ben tu pourras le traiter aussi facilement qu'on vient de le faire ici. À toi de jouer.